Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierme. Aujourd'hui, 11e épisode, Simbad le marin. 5 juillet 1829, chez les Morel. Oh, Maximilien. Oh, mon cher frère. Oh, te voici enfin. Comme je suis heureuse que tu aies pu te libérer. Mais que se passe-t-il, Julie? Ta lettre... Notre père est perdu. Perdu? Le pharaon, son dernier espoir, a coulé avec tout son chargement il y a quelques mois. Oh, mon Dieu. Enfin, n'avons-nous pas les moyens d'armer un nouveau navire? Coclès, dites à mon frère où nous en sommes. Toutes nos ressources se montent aujourd'hui à 14 000 francs. Et nous devons faire face à une traite de 287 500 francs. Nous n'avons même pas les moyens d'offrir un acompte acceptable. D'où vient cette traite? De la maison Thomson & French de Rome, qui nous a déjà accordé un délai de 3 mois, qui expire aujourd'hui à 11 heures. Mais il est 10 heures. Où est notre père? Il s'est enfermé dans son bureau. Que fait-il? Il écrit, je crois. Bien, j'y vais. Mademoiselle, cet homme veut absolument vous parler. Vous êtes mademoiselle Julie Morel? Oui, que me voulez-vous? Lisez cette lettre. Il y va du salut de votre père. Adieu, mademoiselle. Oh mon Dieu. Qu'est-ce encore? Il faut lire. Rendez-vous à l'instant même aux allées de Meillan. Entrez dans la maison numéro 15. Demandez à la concierge la clé du 5e. Entrez dans cette chambre, prenez sur le coin de la cheminée une bourse en filet de soie rouge et apportez cette bourse à votre père. Il est important qu'il l'ait avant 11 heures. Vous avez promis de m'obéir aveuglément, je vous rappelle votre promesse, Simbad le marin. Post-scriptum, il est important que vous remplissiez cette mission en personne et seul. Si vous veniez accompagner ou qu'une autre personne que vous se présentât, la concierge répondrait qu'elle ne sait pas ce que l'on veut dire. Il faut y aller, mademoiselle. Y aller? Oui. Je vous accompagnerai. Mais vous avez entendu, je dois être seule. Je vous attendrai au coin de la rue du musée. Oh. Je vous assure qu'il faut y aller. Le messager ne vous a-t-il pas dit qu'il y allait du salut de votre père? C'est vrai. Venez, Emmanuel. Mon père, que faites-vous? Tu vois, mon fils, j'écris. Tu es donc venu? Oui. Pourquoi ces pistolets devant vous? Tu es un homme d'honneur, Maximilien. Sache que dans une demi-heure, notre nom sera déshonoré. Et le sang lave le déshonneur. Oui, je vous comprends, mon père. Et je vous donne raison. Mais alors l'un de ces 2 pistolets est pour moi. Non. Je te confie, Julie. Savez-vous que vous me dites de vivre? C'est ton devoir. Bien, puisque telle est votre dernière volonté, je vivrai donc. Je te remercie, Maximilien. Tu sais qu'il n'y a pas de ma faute dans tout ce qui arrive. Je sais. Vous êtes le plus honnête homme que j'ai jamais connu. C'est bien. Je crois que tout est dit maintenant. N'avez-vous pas quelques recommandations à me faire? Si fait.
une recommandation sacrée. La maison Thomson & French est la seule qui, par humanité, par égoïsme peut-être, mais ce n'est pas à moi de lire dans le cœur des hommes, a eu pitié de moi. Son mandataire, celui qui dans 5 minutes se présentera pour toucher une traite de 287 500 francs, m'a offert 3 mois de délai. Que cette maison soit remboursée la première, que cet homme te soit sacré. Je n'oublierai pas. Maintenant, laisse-moi seul. Tu trouveras mon testament dans le secrétaire de ma chambre à coucher. Adieu. Adieu, mon père. Plus qu'une minute. C'est l'heure. Vous êtes sauvé! Sauvé? Que veux-tu dire, Julie? Oui, sauvé! Sauvé! Voyez, prenez cette bourse. Mais je la reconnais, cette bourse. Elle m'appartenait. Vite, ouvrez-la. Mais... ma traite. Oui, et elle est acquittée. Et enveloppée dans ce papier, regardez. Un diamant? Lisez. Mais... dot de Julie. Mon Dieu, c'est un rêve. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Alors, explique-toi, Julie. Alors, où as-tu trouvé cette bourse? Dans une maison des allées de Meillan, au numéro 15. Où? Sur la cheminée d'une petite chambre du 5e étage. Mais Julie, cette bourse n'est pas à toi. Lisez cette lettre que j'ai reçue tout à l'heure. Il y a 3 mois, cet homme qui était venu m'avait dit qu'il l'enverrait. Je n'y pensais plus, et c'est arrivé. Julie, tu es allée seule dans cette maison? Emmanuel m'accompagnait. Il devait m'attendre au coin de la rue du musée, mais à mon retour, il n'y était plus. Monsieur Moret! Monsieur Moret! C'est la voix d'Emmanuel! Le pharaon! Le pharaon! Eh bien quoi, le pharaon? Êtes-vous devenu fou, Emmanuel? Non, monsieur, non. On signale le pharaon. Comment? Le pharaon entre dans le port. C'est vrai, père. Et vous qui disiez que le navire était perdu, la vigie l'avait signalé, je l'ai vu, moi, de mes yeux. Entrez dans le port. Oh, mes amis, si cela était, mais il faudrait croire à un miracle de Dieu. C'est impossible. Impossible. Qu'est-ce que tout cela veut dire, monsieur? J'ai vu le pharaon dans le port. C'est le bateau fantôme. Allons, mes enfants, allons voir. Et que Dieu ait pitié de nous si c'est une fausse nouvelle. Allons. Alors, père, n'est-ce pas votre pharaon qui vient de se ranger à quai? Si, et c'est bien le capitaine Gomard, son capitaine, qui lance des ordres. Oh, et voilà maître Penelon qui me fait signe. Mais comment est-ce possible? Oh, Penelon! Penelon, mon brave Penelon! Salut, monsieur Morel! Tout va bien?
Nous avons un plein chargement de cochenilles et d'indigo. Sauvé. Je suis sauvé. Connaissez-vous cet homme à barbe noire qui nous regarde là-bas en souriant? Non? Oh, il a vu que nous le regardions à notre tour et il s'en va. Montons à bord et qu'on fête cet heureux coup du sort. Sois heureux, noble cœur. Sois béni pour tout le bien que tu as fait et que tu feras encore. Et que ma reconnaissance reste dans l'ombre, comme ton bienfait. Jacopo! Avance la chaloupe! Oyot, Jacopo. Oui, monsieur. Et maintenant, adieu, bonté, humanité, reconnaissance. Adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je me suis substitué à la Providence pour récompenser les bons. Que le Dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. Neuf années ont passé, au cours desquelles, sans doute, Danglars, devenu banquier et baron, Fernand Mondego, devenu général et comte de Morcerf, et Villefort, procureur du roi, ont définitivement oublié le pauvre Dantès. Mais celui-ci, pendant ces 9 années, a parcouru le monde, puisant aux sources des connaissances les plus anciennes, les plus occultes aussi, et réussissant, grâce à son immense fortune, à placer sous sa dépendance les personnalités les plus puissantes, les plus influentes. À l'issue de ce long périple initiatique, le voici donc devenu le mystérieux, l'inquiétant, le séduisant comte de Monte Cristo. Mais sous Monte Cristo, il y a toujours Dantès, qui tisse autour de ses ennemis les raies d'un piège infernal. Nous voici le 17 janvier 1838, à Florence. Mon cher Albert, j'ai en main la preuve que j'avais raison contre vous. Contre moi, votre ami? Eh oui. Peste, de quoi s'agit-il? Point n'est besoin, me disiez-vous à Paris, de s'y prendre si tôt pour assister en bonne place au carnaval de Rome. C'est exact, mon cher Franz, je l'ai dit. Et nous étions en septembre de l'année dernière. Eh bien, voici ce que me répond maître Pastrini, chez qui je descends chaque année et à qui je vais communiquer notre adresse à Florence. Écoutez, Albert. À monsieur le baron Franz d'Épinay. Monsieur le baron, l'affluence sera telle cette année au carnaval que je suis au plus grand regret de vous dire que je n'ai pu mettre à votre disposition et à celle de monsieur le vicomte de Morcerf que 2 chambres et un cabinet, le tout situé al secondo piano, et moyennant la rétribution d'1 louis par jour. Je demeure néanmoins, monsieur le baron, votre très humble et très dévoué Pastrini. Ce n'est pas cher, il faut donner notre accord. Mais c'est fait, mon cher. Et vous ne serez pas déçus. L'hôtel de Londres est très bien situé. Place d'Espagne. Maître Pastrini est toujours aux petits soins pour celui qu'il appelle le jeune baron français. Moi. Et ses servantes sont belles, belles comme des madones de Botticelli. Ah, que de perspective séduisante. Mais si vous le voulez bien, dévorons le mois qui nous en sépare. Rien de changé à votre programme. Vous êtes vraiment repu des jardins de Fiesole. Tout à fait. Je pars pour Naples.
Et vous, toujours décidé à vous mettre sur les traces de l'empereur défunt? Oui. J'embarque après-demain à Livourne et je mets le cap sur l'île d'Elbe. Alors donnons-nous rendez-vous à Rome, chez Maître Pastrini. Mais avant le 22 février, Albert. Sinon, vous rateriez les prémices du carnaval. Entendu. Avant le 22. Le 22. « 19 janvier 1838. L'île d'Elbe vous a déçu, monsieur le baron? J'en ai eu vite fait le tour. Et les perdrix rouges qui pullulaient, m'avait-on dit, ont dû être avertis de ma venue. Je n'en ai vu aucune. Si votre Excellence voulait, elle ferait une belle chasse. Où cela? Voyez-vous cette île? Oui. C'est l'île de Monte Cristo. Je n'ai pas de permission pour chasser sur cette île. Votre Excellence n'en a pas besoin. L'île est déserte. Une île déserte au milieu de la Méditerranée? Que par Dieu, voilà qui est étrange. Chose naturelle, c'est un banc de rochers. Dans toute son étendue, il n'y a peut-être pas un arpent de terre labourable. Et à qui appartient-elle? À la Toscane. Quel gibier y trouverais-je? Des milliers de chèvres sauvages. Oh, vous me tentez, Gaetano. Cap sur Monte Cristo. Je dois cependant vous prévenir, Excellence, que l'île est en contumace. Ce qui veut dire? Comme Monte Cristo est inhabité, et sert parfois de relâche à des contrebandiers et des pirates qui viennent de Corse, de Sardaigne ou d'Afrique, si un signe quelconque dénonce notre séjour dans l'île, nous serons forcés, à notre retour à Livourne, de faire une quarantaine de 6 jours. Oh, diable! 6 jours, c'est un peu long. Mais qui dira que son Excellence a été à Monte Cristo? Ce n'est pas moi. Ni moi. Plus on approche et plus cette île me paraît fantastique dans le soleil couchant. Votre Excellence dit vrai. Oh, vous avez vu? Mais regardez! Regardez cette grande lueur sur la côte. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Silence. C'est un feu. Mais vous disiez l'île inhabitée? Sauf occasionnellement par des contrebandiers. Ou des pirates? Vous craignez que ce feu ne nous annonce une mauvaise compagnie? Il faut s'en assurer. Comment? En y accostant. Restez à bord, Excellence. Je vais aller me rendre compte sur place. Mais comment ferez-vous? À la nage. Et il vaut mieux que j'y aille seul. Supposez, Gaetano, que vous tombiez sur une bande de pirates. Oh, je ne cours aucun danger. Ce ne sont pas des pirates. Attendez-moi tranquillement. Que faites-vous, Excellence? Je vais tout de même accompagner Gaetano. Non, Excellence. Restez à bord. Gaetano vous l'a dit. Il ne risque rien. Ce sont des contrebandiers. Et nous sommes en pays de connaissance. Comment pouvez-vous en être sûr? Il y a des hommes dans l'île, n'est-ce pas? Certes. Cette odeur de feu de bois et ce fumet d'agneau rôti qui viennent jusqu'à nous en sont la preuve. Avez-vous vu une barque quelconque ou une tartane accostée au rivage? Non. Si votre Excellence avait, comme nous, l'habitude de naviguer dans les parages de cette île, elle aurait vu pointer derrière les hauts rochers d'une crique les 3 mâts d'un navire que nous connaissons bien. Et qu'est-ce que ce bâtiment? Pour faire le tour du monde, j'en souhaite un pareil à votre Excellence. Mais de quelle force est-il donc? 100 tonneaux à peu près. Un bâtiment qui peut tenir la mer par tous les temps. Et où a-t-il été construit? Je le crois génois. Mais comment un chef de contrebandier ose-t-il faire construire un navire destiné à son commerce dans le port de Gênes? Je n'ai pas dit que son propriétaire était un contrebandier. Mais qui est-il? Un riche seigneur qui voyage pour son plaisir et qui se montre toujours bienveillant à l'égard des contrebandiers. Et comme s'il avait envers eux une dette de reconnaissance. Et comment s'appelle-t-il? Il se fait appeler Sindbad le marin. Mais je doute que ce soit son véritable nom. Et où habite ce seigneur? Sur la mer.
De quel pays est-il? Je ne sais pas. Mais l'avez-vous vu? Quelquefois, mais... Quel homme est-ce? Je suppose que votre Excellence pourra en juger par elle-même, si Gaetano nous revient avec de bonnes nouvelles. Expliquez-vous, voyons. Si, comme je le prévois, Sinbad le marin nous accorde l'hospitalité sur l'île de Monte Cristo, Gaetano prétend qu'il y vit dans un palais fabuleux. Oh, bah décidément, je vis un conte des 1001 nuits. Ah, tenez, ça n'a pas été très long. Voici Gaetano qui revient. Gaetano. Eh bien? Le seigneur des lieux, à qui l'on a dit que vous étiez un jeune homme français, vous invite à souper avec lui. Ah, ce seigneur me paraît être un homme fort civilisé, et je ne vois pas pourquoi je refuserais son invitation. Ah, toutefois, il met à votre présentation chez lui une singulière condition. Ah. Et laquelle? C'est de vous laisser bander les yeux et de noter votre bandeau que lorsqu'il vous y invitera lui-même. Il y aurait donc quelque chose qu'il me serait interdit de voir chez lui. Écoutez, je ne sais si ce qu'on dit est vrai, mais il paraît que Simbad le marin habite un souterrain auprès duquel le palais Pitti est bien peu de choses. Oh, quel rêve! Oh, ceci me décide, Gaetano. J'irai dîner avec cet étrange personnage. Vous êtes le bienvenu chez moi, monsieur. Vous pouvez ôter votre bandeau. Je n'ai jamais rien vu d'aussi prodigieux. Un enchantement. Pour un peu, je me croirais en quelque palais d'Arabie. Monsieur, vous êtes ici chez vous. Et ceci n'est que le pied-à-terre du grand voyageur que je suis. On m'avait dit... Mais rien ne pouvait me laisser supposer l'existence de cette somptueuse demeure sur l'île de Monte Cristo. Et vous-même, monsieur... Vous-même... Votre sourire... Et votre pâleur... Si j'osais vous exprimer le fond de ma pensée, vous diriez sans doute que vous avez l'impression de voir un homme sorti de son tombeau depuis peu. Oui, monsieur. Eh bien, vous auriez dit vrai. Ou presque. Mais, avant toute chose, 1000 fois pardon des précautions que l'on a exigées de vous pour vous introduire chez moi. Je vais tâcher de vous faire oublier ce petit désagrément en vous offrant ce que vous n'espériez certes pas trouver ici, un souper passable et d'assez bon lit. Ali? Bien. Mon cher monsieur, nous pouvons passer dans la salle à manger. Ah! Ne vous étonnez pas du silence de mon serviteur nubien. Le bey de Tunis lui a fait couper la langue parce qu'il rôdait plus près de son sérail qu'il n'était convenable de le faire à un gaillard de sa couleur. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 11e épisode, Simbad le marin. Avec Edmond Dantès, alias Simbad le marin, Pierre Santini, Julie Morel, Marianne Épin, Maximilien Morel, Pierre Arditi, Coclès, Jean Brunel,
Emmanuel Raymond, Luc Ponette. Monsieur Morel, Fred Persson. Pénelon, René Morard. Jacob Pau, Maurice Bourbon. Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Gaetano, Didier Conti. Le matelot, Roger Desmar. Et les voix de Michel Zimmermann, Michel Amiel et Francine Bouffard. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 12e épisode, Simbad le marin. Monsieur, vous avez dû beaucoup souffrir. À quoi voyez-vous cela? À tout. À votre voix, à votre regard, à votre pâleur. Et à la vie même que vous menez. Moi? Mais je mène la vie la plus heureuse que je connaisse, une véritable vie de pacha. D'ailleurs, voyez mon accoutrement oriental. Je suis le roi de la création. Ah, jeune homme, si vous aviez goûté de ma vie, vous n'en voudriez plus d'autres et vous ne rentreriez plus jamais dans le monde, à moins que vous n'eussiez quelques grands projets à y accomplir. Une vengeance, par exemple. Et pourquoi une vengeance? Mais parce que vous avez tout l'air d'un homme qui, persécuté par la société, a un compte terrible à régler avec elle. Vous n'y êtes pas. Tel que vous me voyez, je suis une espèce de philanthrope. Et peut-être irai-je un jour à Paris pour faire le bien. Comptez-vous faire bientôt ce voyage? Je ne sais pas encore. Je voudrais y être à l'époque où vous y viendrez. Je tâcherai de vous rendre l'hospitalité que vous me donnez si largement à Monte Cristo. J'accepterai votre offre avec un grand plaisir, mais malheureusement, si j'y vais, ce sera peut-être incognito. Bien, et maintenant, pour que votre nuit ressemble au rêve que vous me dites vivre chez moi, je vous invite, avant de vous coucher, à goûter ceci. Oh, on dirait une sorte de confiture verte. Ce n'est ni plus ni moins que l'ambroisie qu'Hébé servait à la table de Jupiter. Buvez, buvez.
le lendemain matin. Mais où suis-je? Mais comment se fait-il que je sois ici? Sur la grève? Votre Excellence dormait encore lorsqu'un nègre muet, il y a 1 heure environ, vous portant dans ses bras comme un enfant, vous a amené à notre campement. Oh mon Dieu. Oh, de quel monde étrange et merveilleux je reviens. Sinbad le marin existe-t-il vraiment? Il nous a chargé de tous ses compliments pour votre Excellence. Et nous a dit de lui exprimer le regret qu'il a de ne pouvoir prendre congé d'elle. Il espère que vous l'excuserez quand vous saurez qu'une affaire pressante l'appelle à Malaga. Mon cher Gaetano, tout était donc vrai. Il existe un homme qui m'a reçu dans cette île, qui m'y a donné une hospitalité royale et qui est parti pendant mon sommeil. Il existe si bien que voilà son yacht qui s'éloigne toute voile dehors. Si vous voulez prendre cette lorgnette, vous le reconnaîtrez selon toute probabilité au milieu de son équipage. Mais c'est vrai! Tenez, entendez-vous? Le voilà qui vous dit adieu. « 21 février 1838, à Rome, chez Maître Pastrini. » Et tandis que je regardais disparaître à l'horizon le yacht de ce mystérieux inconnu, j'en étais à me demander si je n'étais pas encore sous l'empire enivrant du hashish. Avais-je rêvé? Gaetano près de moi m'assurait du contraire. Et vous ne savez rien de plus sur ce Sinbad le marin? Rien. Si ce n'est que vous serez vous-même fasciné, mon cher Albert, par ce prince sorti tout droit d'un conte des 1001 nuits. Car je dois ajouter ceci. J'aurai certainement l'occasion de vous le présenter à Paris. Vous me faites brûler d'impatience. Et pour vous, comment cela s'est-il passé? J'ai vu Naples et je veux vivre, plus que jamais. Je dois dire que Maître Pastrini, depuis 2 jours, me confirme dans cette volonté. Votre nom fut pour moi le sésame de l'hôtel de Londres. Voici justement notre hôte. Monsieur le baron a-t-il fait bon voyage? Excellent, Maître Pastrini. Comme vous le savez, je n'ai pu vous réserver que 2 petites chambres et un cabinet, mais elles donnent sur la rue. Et le reste de l'étage? Qu'en avez-vous donc fait? Je l'ai loué à un personnage fort riche que l'on dit sicilien ou maltaise. Personne ne sait juste à laquelle de ces 2 nations appartient ces voyageurs. Bien, tant pis. Il nous faudrait tout de suite un souper quelconque et surtout une calèche pour demain et les jours suivants. Pour ce qui est du souper, vous allez être servi à l'instant même. Et quant à la calèche... Comment quant à la calèche? Mais un instant, Maître Pastrini, ne plaisantons pas. Il nous faut une calèche. Monsieur, on fera tout ce qu'on pourra pour vous en avoir une. Voilà tout ce que je peux vous dire. Au moins, nous pourrons avoir une fenêtre donnant sur la rue du Cours. Sur la rue du Cours? Ben oui. Bien oui, mais impossible. Il en restait une au 5e étage du Palais Doria. Elle a été louée à un prince russe pour 20 sequins par jour. Maître Pastrini. Mon cher Albert, savez-vous ce qu'il y a de mieux à faire? C'est de nous en aller passer le carnaval à Venise. Au moins là, si nous ne trouvons pas de voiture, nous trouverons des gondoles. Ma foi, non. J'ai décidé que je verrai le carnaval à Rome et je l'y verrai, fût-ce sur des échasses. Excellente idée pour éteindre les lanternes. Bien, pour l'heure, soupons. Et attendons demain. Signori, c'est votre affaire. Une calèche et des chevaux.
Ah, très bien, maître Pastrini. Jamais nous n'avions douté de votre obligeance. Seulement, il vous en coûtera 6 piastres par jour. Oh. Et cet équipage ne sera à votre disposition que jusqu'à samedi soir. À partir de dimanche, plus une seule calèche ne sera disponible dans Rome. Eh bien, soit. Il se peut que la Providence nous aide. Et puis-je me permettre de faire une remarque à vos excellences? Nous vous écoutons. Vous voulez la calèche pour midi? Parfaitement. Et vous avez, je crois, l'intention de visiter le Colisée? Oui, en effet. Votre intention était aussi de sortir par la porte del Popolo, de faire le tour des murs et de rentrer par la porte San Giovanni. C'est tout à fait exact. Eh bien, cet itinéraire est impossible. Impossible? Enfin, ou du moins, fort dangereux. Mais pourquoi dangereux? À cause du fameux Luigi Vampa. Qu'est-ce donc que le fameux Luigi Vampa? Comment? Vous ne le connaissez pas? Je n'ai pas cet honneur. Vous n'avez jamais entendu prononcer son nom? Jamais. Eh bien, c'est un bandit auprès duquel les Deseraris et les Gasparone sont des espèces d'enfants de cœur. Un bandit comme nous n'avons pas vu depuis le fameux Mastrilla. Et quel rapport a ce bandit avec notre intention de sortir par la porte del Popolo et de rentrer par la porte San Giovanni? Il y a que vous pourrez bien sortir par l'une, mais je doute que vous rentriez par l'autre. Pourquoi cela? Pourquoi? Mais parce que la nuit venue, on n'est plus en sûreté à 50 pas des portes. Non, croyez-moi, Cirenze, non, prenez notre itinéraire. Il n'en est pas question. Savez-vous, maître Pastrini, que vous venez d'éveiller singulièrement ma curiosité et que je brûle de rencontrer votre fameux Vampa. Qu'en pensez-vous, mon cher Franz? Je vis en Italie. Vous y êtes en quelque sorte mon invité. Je ferai ce que vous voudrez, mais vous ne m'empêcherez pas de penser que notre hôte est de bon conseil. Ah, perbacco, voilà ce qui s'appelle parler. Bon, remplissez nos verres, maître Pastrini. Votre Lacrima Christi agrémentera, j'en suis sûr, ce que vous allez nous dire maintenant. Que voulez-vous que je vous dise? Tout ce que vous savez sur ce terrible bandit. Et j'ai connu ce Luigi, tout enfant. Il avait un caractère étrange. C'était un simple petit pâtre attaché à la ferme du comte de San Felice, situé entre Palestine et le lac de Gabri. Très tôt, il sut lire et écrire. Très tôt également, il fut amoureux. Parions qu'il se fit bandit par amour. C'est un peu vrai, Excellence. Elle s'appelait Teresa. Elle avait 7 ans, il en avait 8. Elle conduisait ses brebis dans les montagnes, pas bien loin des troupeaux que gardait Luigi. Ils finirent par se rencontrer, ils parlaient, riaient, jouaient ensemble en se promettant de se retrouver le lendemain. Ils se vouèrent une éternelle amitié. Et continuant à grandir, à passer toutes leurs journées ensemble et se livrant sans combat aux instincts de leur nature primitive, l'amitié devint l'amour. Mais c'est une églogue que vous nous contez là, maître Pastrini. Attendez la suite, Excellence. Ouais, cela devint de l'amour. Ils avaient alors 17 ans et 16, mais jamais ils ne s'étaient dit qu'ils s'aimaient. Un jour, un redoutable bandit nommé Cucumetto, traqué par les carabinieri, n'est dû son salut qu'à la discrétion de Luigi, qu'il avait caché dans une grotte. Vous n'ignorez pas qu'il y a toujours une sorte de complicité mystérieuse entre les bergers accoutumés à la solitude des sommets et les brigands des grandes semaines. Aussi, Luigi crut s'être fait un ami de ce Cucumetto. Et il s'était trompé. Attendez. Et je dois vous dire que, pour récompenser Luigi, Cucumetto lui avait tendu une bourse pleine de pièces d'or dérobées à quelques riches fermiers de Palestrina. Bourse que Luigi avait refusée avec fierté, mais qui avait fait briller d'envie les yeux de Teresa. Pastourelle, mais néanmoins femme. Cet éclat dans les yeux de Teresa n'avait pas échappé à Cucumetto, ni à Luigi. Lorsqu'ils furent seuls, Luigi à Teresa, que veux-tu qui te ferait plaisir? Sans hésiter, la jeune fille répondit,
la robe chatoyante et les bijoux que portait Carmela, la fille du comte de San Felice, au cours du dernier bal masqué que son père a offert aux villageois. Tu les auras, dit gravement Luigi. Et comment s'y est-il pris? Le soir même, le château de San Felice brûlait, et Carmela fut sauvée des flammes par un jeune paysan qu'elle n'eut pas le temps de reconnaître et qui disparut avant que le comte ait pu le récompenser. Disparurent aussi la robe d'apparat de Carmela et tous ses bijoux, si bien que le lendemain, un voyageur, passant par les chemins perdus entre Palestrina et le lac de Gabri, il put se croire revenu au temps de Florian, en apercevant tout à coup une bergère gardant ses brebis vêtues d'une robe de casimir et couverte de bijoux. Et aucun voyageur n'éprouva l'envie d'aller conter fleurette à cette bergère de conte de fées? Aucun. Bah, Cucumetto, lui, essaya d'enlever la belle, un jour qu'il la croyait seule. Ah, elle ne l'était donc pas? Non. Cassé derrière un rocher, Luigi Vampa épaula son fusil, visa sans nervosité et plaça sa balle entre les deux yeux du bandit. Bigre, quel sang-froid! Luigi comprit ce jour-là que s'il voulait conserver Teresa pour lui seul, il ne lui était plus possible de rester un simple berger. Alors, il jeta le cadavre de Cucumetto sur son épaule, prit Teresa par la main et s'enfonça dans les hauts sentiers ravinés de la montagne jusqu'au repère où s'est cassée la bande de Cucumetto. Il jeta aux pieds des brigands rassemblés la dépouille de leur chef et dit: j'ai tué Cucumetto, j'ai mis le feu au château de San Felice pour donner une robe à ma fiancée et je veux être votre chef. Et qu'arriva-t-il? Une heure après, Luigi Vampa était élu capitaine de la bande et il devait ce qu'il est aujourd'hui. Justement, c'est bien cela qui m'étonne le plus. À vous croire, maître Pastrini, tout le monde connaît l'existence de Luigi Vampa et sa réputation. On le sait aux portes de Rome et, chose incroyable, il demeure insaisissable. Comment expliquez-vous cela? On ne l'explique pas, monsieur le vicomte. On le constate. Et on l'admet. Et il faut donc que ce Vampa bénéficie de certaines protections. Je ne crois pas, non. Bien que... Bien que... Bah, s'il fallait en croire la rumeur publique... Voyons, admirable Pastrini, que dit-elle, cette rumeur publique? Et que Luigi Vampa se serait fait un ami d'un seigneur riche, puissant et mystérieux. Et c'est là pour des raisons que personne ne connaît bien. Et comment s'appelle ce personnage? Son vrai nom, la rumeur publique l'ignore. On dit qu'il s'est fait appeler Simbad le marin. Excellenze, voici votre calèche. Eh bien, Albert, êtes-vous toujours disposé à aller au Colisée par les boulevards extérieurs? Parfaitement, puisque la route est plus pittoresque. Alors, dans ce cas, installons-nous. Et en route pour le Colisée. Par la porte del Popolo, Excellence, ou par les rues? Mais par les rues, morbleu, par les rues. Mon cher Franz, en vérité, je vous croyais plus brave que ça. Arrivederci, signori! Au revoir! Cigare? Ah, volontiers. Au vrai,
Que pensez-vous du citoyen Luigi Vampa? Je dis que c'est un mythe et qu'il n'a jamais existé. Ah, je ne suis pas de votre avis. Ainsi, vous ne seriez pas surpris que Vampa exerça en ce moment sa profession aux portes d'Europe? Pas du tout. Et j'ajoute que je connais sa manière de procéder avec les voyageurs. Vous finirez par me persuader que vous avez quelque accointance avec ce chef de bande. Pas encore. Mais en n'écoutant pas les conseils de Maître Pastrini, il est possible que l'occasion nous soit donnée... Ah, allons, mon cher Franz, si cela devait nous arriver, dites-moi, puisque vous me semblez si bien renseigné, comment il se conduirait avec nous? Il nous donnerait un délai de 8 heures, de 12 heures ou d'un jour pour payer notre rançon. Ce temps écoulé, il nous accorderait 1 heure de grâce. À la 60e minute de cette heure, si nous n'avions pas d'argent, il nous ferait sauter la cervelle d'un coup de pistolet, ou il nous planterait son poignard dans le cœur. Et tout serait dit. Réjouissante perspective. Me soutiendrez-vous aussi que Simbad le marin est un mythe? À moi qui ai soupé avec lui, qui lui ai parlé. Vous savez bien que je prends pour parole d'évangile tout ce que vous me dites, vous. Mais reconnaissez, mon cher baron, que lorsque vous vous êtes retrouvé près du patron de la tartane, sur les rochers de Monte Cristo, après avoir avalé du hashish, vous vous êtes demandé si vous ne sortiez pas d'un rêve. C'est exact, c'est exact. Mais que de coïncidences étranges ont jalonné les journées que je viens de vivre. Expliquez-vous. Je veux parler de ces excellentes relations qui existent entre Gaetano et ses matelots d'une part et les contrebandiers de l'île de Monte Cristo d'autre part. Et aussi de l'extrême bienveillance avec laquelle ces contrebandiers sont traités par Simbad le marin. Et s'il faut en croire Pastrini, je le crois, cette sorte de protection dont bénéficieraient Vampa et sa bande de la part du même Simbad. Tout ceci ne vous donne pas à réfléchir? Oh, regardez! Voici le spectre sombre et gigantesque du Colisée. Cocher, arrêtez-nous devant la Mesa Soudance. Nous ferons le reste du chemin à pied. Ah, vicomte, vous êtes une heureuse nature. Un peu plus haut, nous trouverons des guides qui nous expliqueront le site en détail. Albert, ne m'en veuillez pas, mais j'ai déjà fait 10 fois cette promenade et voici déjà plusieurs heures que nous marchons. Je n'en peux plus. Et il nous reste encore à visiter la fosse aux lions, la loge des gladiateurs et le podium des Césars. C'est ça. Alors je vous abandonne à vos guides. Je vais vous attendre au pied de cette colonne en regardant le soleil se coucher. Oh, à ce propos, n'oubliez pas que nous sommes en février, qu'il se couche tôt le soleil. Le jour baisse déjà. Ne vous laissez pas surprendre par la nuit. Ni par Vampa. Qu'est-ce que c'est? Tiens, un homme. On dirait qu'il attend. Qui? Ou quoi? Tant pis si je suis indiscret, mais il est un peu tard pour lui révéler ma présence. Alors, autant regarder et écouter. Oh, voici celui qu'on attend. Excusez-moi, Excellence, je vous ai fait attendre. Non, c'est moi qui étais en avance. Cette voix. M'apportez-vous les renseignements que je vous ai demandés? Oui, je reviens du château Saint-Ange. Je vous écoute. Simbad le marin.
C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 12e épisode, Simbad le marin. Avec Edmond Dantès, alias Simbad le marin, Pierre Santini. Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Vampa, Maurice Sarfati. Maître Pastrini, Albert Médina. Gaetano, Didier Conti. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierme.